Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir du rififi au sein de la majorité. Contrairement à ce qu'avait espéré l'exécutif, c'est un proche de Jean-François Copé qui présidera le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Remous aussi, mais plus feutré au Sénat, avec l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui crée son propre mouvement, République et Territoire, au sein du groupe UMP. Notre invité pour en parler, c'est l'ancien ministre Hervé Guémard. Washington condamne fermement ce soir le bombardement nord-coréen d'une île de Corée du Sud. Les États-Unis mettent en garde contre toute escalade de la tension. Journaliste et politique, un tabou français. Privé d'émissions politiques Paris Télé, Audrey Pulvar, compagne du député socialiste Arnaud Montebourg, fait les frais d'une jurisprudence qui pousse les chaînes à écarter par précaution les journalistes conjoints de responsables politiques. Alors faut-il une règle? Et qu'en est-il chez nos voisins? C'est le débat du 22h. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. C'est une annonce dont se serait bien passé l'Élysée. Elle vient directement du Sénat. L'ex-premier ministre et sénateur UMP, Jean-Pierre Raffarin, va créer son propre mouvement. Avec une trentaine de sénateurs, un mouvement intitulé République et Territoire, créé certes au sein du groupe UMP, mais les dissensions dans la majorité sénatoriale sont ravivées depuis le remaniement Bérengère Danglas. Un mouvement plutôt qu'un groupe, c'est la décision qu'a finalement prise Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que l'entretien de ce matin avec Nicolas Sarkozy a joué sur ce choix? Difficile de le savoir tant la réunion est restée secrète. Peu de choses ont filtré sur l'entretien, si ce n'est qu'il a duré près de 2 heures et qu'il s'est bien passé. Consigne avait été donnée de ne rien dire. Un communiqué serait rédigé en temps utile, expliquait-on. Un communiqué qui vient d'annoncer la création de République et Territoire, un mouvement d'une trentaine de sénateurs. Il ne s'agit pas d'une grogne, d'une fronde, comme je l'ai lu ça ou là, et encore moins de division. Nous sommes à l'UMP, nous avons tous été des créateurs de l'UMP, donc nous restons dans l'UMP, simplement nous voulons nous faire entendre. Ils sont une petite trentaine à participer chaque mercredi à des réunions autour de Jean-Pierre Raffarin. Des centristes et des démocrates qui veulent faire entendre leur voix, parfois distincte de celle de la majorité. Après la disparition presque totale des centristes du gouvernement, certains d'entre eux se seraient bien vus dans un groupe indépendant de l'UMP au Sénat. Une hypothèse que les autres membres du groupe ne voient pas d'un très bon œil. Je pense que on s'affaiblit en essayant de se séparer sur des options qui seront des opinions du moment. Même les plus critiques à l'égard de la politique de Nicolas Sarkozy, comme Fabienne Keller, n'approuvent pas nécessairement la scission. Un groupe séparé ou à l'intérieur d'un groupe, c'est une modalité plutôt technique et organisationnelle. C'est vraiment le fond et la capacité à faire valoir nos idées qui est notre priorité pour ces discussions. Ce soir, la tension semble s'être apaisée. Pour le président de la République, le risque est passé. Voilà, et Jean-Pierre Raffarin qui affirme ce soir qu'il ne s'agit pas d'un acte de division, mais qu'il souhaite s'exprimer librement, très librement, avec Nicolas Sarkozy. Il est le moins connu parce que le moins médiatique de la bande des bébés Chirac, entre guillemets. Pourtant, il n'est pas le moins actif et sa stratégie de conquête du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale a payé. Christian Jacob est le nouveau patron des députés de la majorité. Une élection qui signe la victoire de Jean-François Copé, dont il est très proche. Son portrait par Pierre Brun-Joseph. Son visage n'est pas connu à 50 ans. Christian Jacob est un Chiracien pur sucre. Il est successivement de 2002 à 2007 ministre à la famille, à la consommation et à la fonction publique sous Chirac. Une longévité et une discrétion rarement menées en même temps. Mais Christian Jacob est avant tout un homme de la terre, ancien agriculteur, titulaire d'un BEP agricole. Et il cultive sa différence avec les énarques, lui qui a arrêté ses études à 17 ans. Le syndicalisme agricole sera un tremplin vers la politique. Proche de Jean-François Copé, Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, signe en septembre 2010 avec lui une tribune dans le Figaro pour évoquer les élections présidentielles de 2012 et de 2017. Un avenir qui reste à écrire, mais dans lequel il se verrait probablement jouer un rôle. Voilà, et à noter que ce soir, François Fillon a reçu Christian Jacob à Matignon. À présent, le décodage politique, c'est avec notre chroniqueur Guillaume Tabar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Pierre Raffarin, on l'a dit tout à l'heure, crée son propre mouvement,
au sein de l'UMP. Christian Jacob prend la tête des députés UMP. Ce n'est pas un secret, il n'était pas le candidat de l'exécutif. Qu'est-ce qui se passe au sein de la majorité? Alors je crois qu'il faut quand même distinguer la petite musique et puis la réalité politique. La petite musique entretenue par les centristes et les libéraux de la majorité, c'est que la majorité tendrait à se rétrécir sur son carré RPR. On l'a beaucoup entendu après le remaniement, on l'a entendu à nouveau après l'élection de Christian Jacob. Mais je crois qu'il faut distinguer le remaniement. C'est vrai, un remaniement, ce sont des nominations. Donc là, un président et un Premier ministre peuvent faire des dosages politiques. Là, pour le cas de Christian Jacob, il s'agissait d'une élection. Donc on ne peut pas dire on choisit de rééquilibrer. Ce sont les députés qui votent. Hervé Guémard le sait et pourra nous en parler. Donc personne ne peut remettre en cause le choix libre des députés qui ont choisi Christian Jacob plutôt que Jean Leonetti. Quant au cas de Jean-Pierre Raffarin, c'est vrai qu'il crée un mouvement, mais là aussi il faut distinguer l'impact voulu et puis la réalité. La réalité, c'est que depuis que Jean-Pierre Raffarin est revenu au Sénat, il réunissait déjà ses propres amis, ici même au Sénat, dans une amicale d'une trentaine de sénateurs, au sein de laquelle il revendiquait déjà sa liberté de parole au sein de l'UMP. Il le redit de manière un peu plus forte, mais il ne va pas jusqu'à la création d'un groupe autonome. Alors je crois que maintenant ce qu'il faut surveiller, c'est finalement les conséquences de cette ambiance au sein de la majorité et ce que vont faire d'une part Jean-François Copé à la tête du parti et puis François Fillon en tant que chef de la majorité. Justement, Guillaume Tabar, est-ce qu'on peut parler d'un axe Jacob-Copé et est-ce que ça peut être un caillou dans la chaussure de François Fillon? Alors ce qui est clair, c'est que l'élection de Christian Jacob est une victoire pour Jean-François Copé qui réalise en quelque sorte le doublé, le parti plus le groupe, donc face à Nicolas Sarkozy, mais aussi François Fillon, ça le renforce de manière, mécanique. Et pour François Fillon, ça n'est pas une bonne nouvelle de trouver sur son chemin un rival, car finalement l'un comme l'autre, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le disent ou non, sont maintenant deux prétendants à la succession de Nicolas Sarkozy, quelle que soit la date de cette succession. Maintenant, on va voir effectivement comment les deux hommes vont se positionner l'un par rapport à l'autre. On va voir François Fillon vouloir, et on va le voir dès demain avec son discours de politique générale à l'Assemblée et jeudi au Sénat, montrer que c'est justement à la tête du gouvernement qu'il peut réformer la France. Et on va voir Jean-François Copé, tête du parti, avoir à cœur de montrer que c'est le parti qui peut produire des idées neuves. À voir, donc à suivre. Merci beaucoup Guillaume Tabar. Hervé Guémard vous a suivi avec beaucoup d'attention. On va en parler avec lui dans un instant. D'abord, cette autre actualité, puisque Nicolas Sarkozy s'est posé aujourd'hui en avocat de ses propres réformes dans un discours devant l'Association des maires de France. Le président a tenté de rassurer son auditoire, notamment sur la réforme territoriale qui suscite de nombreuses inquiétudes. Patrick Jean-Pierre. Venus des quatre coins de la France, beaucoup de maires étaient plutôt sceptiques avant la déclaration du chef de l'État. Je ne sais pas, je l'ai entendu l'autre soir, donc maintenant j'attends. Et comme il pouvait le redouter, Nicolas Sarkozy a été applaudi et aussi sifflé au Congrès des maires de France. Lors de son intervention, le chef de l'État s'est livré à un long plaidoyer pour expliquer et défendre ses réformes. Aux maires qui s'inquiètent de la pérennité de leurs ressources fiscales, il a répondu que l'État avait garanti une enveloppe de 98 milliards d'euros en 2009 et en a promis une de 99 milliards pour l'année en cours. Il était aussi question d'augmenter certaines dotations communales. Une progression de 50 millions pour la dotation de solidarité rurale à 802 millions et une progression de 77 millions pour la dotation de solidarité urbaine à 1,2 milliard. Sur le terrain de la fiscalité des finances locales, ce n'est pas crédible du tout parce que nous sommes par exemple en faveur de la péréquation, mais il faut d'abord que l'État honore ses engagements. Nicolas Sarkozy a justifié enfin la mise au régime sec des collectivités locales au même titre que l'État et la sécurité sociale. Notre invité politique ce soir, il est ancien ministre, il est député UMP de Savoie. Il était l'un des 4 candidats aujourd'hui en lice pour la présidence du groupe UMP, Hervé Guémard. Rebonsoir, bienvenue à vous. Alors, vous n'êtes pas surpris du vote en faveur de Christian Jacob, c'était attendu? C'était la chronique d'une victoire annoncée depuis qu'il y a 3 semaines, Jean-François Copé avait dit dans un grand quotidien du matin que Christian Jacob lui succéderait naturellement. Donc les choses se sont faites naturellement. Donc c'est Jean-François Copé finalement qui a... C'est incontestablement une victoire pour Jean-François Copé parce qu'on connaît leur lien d'amitié, leur position politique complètement superposée. Donc il est clair, comme l'a dit Guillaume Tabar, que c'est une vraie victoire pour Jean-François Copé. Oui, Quelles sont les conséquences selon vous de cette victoire? Est-ce qu'on peut parler d'un axe Copé-Jacob? Est-ce que ça peut être un caillou dans la chaussure de François Fillon? L'avenir le dira. Je crois que personne dans la majorité n'a intérêt à ce que les choses se passent mal dans les 18 mois qui viennent. Notre pays traverse une crise
bouleversante depuis 2 ans. Je crois qu'on n'en mesure pas encore complètement les effets. Donc je pense que les Français sanctionneraient... Personne n'a intérêt, c'est-à-dire vous les appelez au rassemblement, à l'unité et à ne pas aller concurrencer Matignon? Oui, je pense que ce n'est pas le sujet. Je pense que les Français veulent qu'on travaille. On a 18 mois avant les prochaines présidentielles et législatives pour mettre en œuvre des réformes importantes dont a parlé le président de la République, l'orientation et l'emploi des jeunes, priorité des priorités, dépendance des personnes âgées. Vous savez, les Français se fichent complètement des chicayas parlementaires et des stratégies personnelles. Et si j'ai été candidat, c'est bien pour l'honneur. C'est bien, non, pas pour l'honneur. Encore que l'honneur, c'est quelque chose de très important. C'est un secret de conduite extrêmement important. Ben, tout simplement dire un message qu'apprécient beaucoup de députés et beaucoup de Français, un message d'apaisement, un message d'unité pour travailler sur les sujets de fond et d'avoir ni allégeance personnelle, ni aversion, ce qui est mon cas. Donc ça donne une très grande décontraction, vous voyez. Oui, je le vois. On sait que les députés UMP ont été derrière François Fillon pour sa reconduction à Matignon. Est-ce que vous avez été parmi ces députés qui l'ont porté, qui l'ont soutenu? Je pense qu'on ne change pas un Premier ministre qui réussit. Et François Fillon est un Premier ministre qui réussit depuis 3 ans et demi. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait quitté Matignon. Et je pense que Nicolas Sarkozy en fait un très bon choix en le gardant. Très bon choix donc de Premier ministre. On va écouter l'avis d'un ancien président de la République. Je vais vous le faire écouter. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui était invité de Jean-Pierre Elkabbach dans l'émission Bibliothèque Médicis. On va écouter ce qu'il dit de François Fillon. C'est un des rares hommes que la France doit avoir en réserve. Parce qu'on doit avoir en réserve des présidents de la République, on en a besoin. Hein. Un des rares, très franchement. Mais quand je dis rare au singulier. Et donc, il était parti... lui-même, il aurait apparu comme responsable de l'échec de Sarkozy. Et à ce moment-là, il ne pouvait plus. Donc vous voulez dire qu'en restant, il aide Sarkozy à gagner ? Naturellement. Et est-ce que vous lui avez dit, je crois savoir, qu'il avait toute l'étoffe pour devenir un jour président de la République ? Je le pense. Il a l'étoffe d'un président de la République, François Fillon ? À l'évidence, oui. Mais ce n'est pas le sujet du moment. C'est-à-dire, il sera rejeté en 2017 ? Je veux dire d'abord, la question est de savoir si le président de la République sera candidat. Je crois que dans la majorité... ou avant, donc vous parlez de 2012 ? De 2012, je pense que tout le monde le pense dans la majorité. Et si, pour des raisons personnelles ou autres, il ne l'était pas ? Mais on verra le moment venu. On verra le moment venu. Vous savez, c'est dans 18 mois, il y a encore... Est-ce que vous le connaissez bien, François Fillon ? Vous avez fait partie du même gouvernement en 2004 ? Oui, on a été dans le même gouvernement, à 2 reprises d'ailleurs, entre 1995 et 1997. J'étais un jeune secrétaire d'État aux Finances, puis à la Santé et à la Sécurité sociale. Lui, il était au PTT, si ma mémoire est bonne, Poste et Télécommunications, je crois bien, et Recherche peut-être. Et puis après, à partir de 2002, entre 2002 et 2005. C'est un bon meneur d'équipe ? Oui, j'ai travaillé avec lui sur la réforme des retraites, puisque ministre de l'Agriculture, j'étais en charge des retraites agricoles. Et puis ensuite, quand j'ai été ministre des Finances, il était ministre de l'Éducation nationale. Et j'ai essayé de pas trop lui mettre de bâton budgétaire dans les roues. Alors, on va parler un mot aussi de votre livre, Hervé Guémard. C'est pas le mien, c'est un livre de Charles de Gaulle. Le fil de l'épée qui reprend pour l'essentiel, vous avez quand même préfacé. Je l'ai présenté à la demande de l'amiral de Gaulle. Oui. 3 conférences du général Charles de Gaulle, un homme que vous avez étudié de près, ses discours, ses attitudes. Qui vous semble aujourd'hui l'héritier du général de Gaulle adapté à 2010 Oui, je pense que c'est une question qui n'a pas de sens. Charles de Gaulle, non, c'est pas le sujet. Je veux dire, Charles de Gaulle est une personnalité immense de l'histoire. Ce qui est frappant d'ailleurs dans ce livre, Le fil de l'épée qu'il écrit entre 1927 et 1932, c'est que comme un jeune poète raconte sa vie dans quelques poèmes de jeunesse, il raconte ce que va être sa carrière nationale, qui n'est pas seulement une carrière politique. Donc c'est un livre extrêmement profond sur le prestige, sur l'autorité, sur l'état de la France. Et il est fascinant de voir qu'un homme, 10 ans avant que ne s'entame son parcours national, a en quelque sorte prévu ce qui allait se passer. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ça aurait pu ne jamais servir. Parce qu'on sait bien que le 18 juin est une circonstance historique incroyable. Aucun homme politique contemporain qui pourrait être son héritier. Il ne faut pas comparer les époques. Bien. Hervé Guémard, vous êtes la preuve, quelque part, qu'on n'est jamais mort en politique. Je pense qu'on n'est jamais mort. Pour les plus jeunes, on va le rappeler que vous, après l'affaire de votre appartement en 2005, révélée par la presse, vous avez connu une très très longue traversée du désert. C'est un retour aujourd'hui ?
C'est un retour qui a commencé il y a quelque temps déjà, puisque vous savez, j'ai dévissé d'une paroi, pour prendre une comparaison d'alpinisme, mais le dernier piton a tenu et je ne suis pas mort. Et depuis, je replante les pitons un à un. Une semaine après ma démission, j'ai été élu à l'unanimité président de mon pays de Tarentaise en Savoie. 2 ans plus tard, j'ai été réélu au premier tour aux élections législatives, ensuite au premier tour aux élections cantonales, ensuite au premier tour, j'ai été réélu président du Conseil général de la Savoie. Je n'ai pas cessé de travailler. Donc un ancrage local. Voilà, je n'ai pas cessé de travailler ni sur le plan local, ni sur le plan national, à l'Assemblée nationale où j'ai fait beaucoup de rapports, beaucoup de missions. Et là, j'ai souhaité être candidat parce qu'un certain nombre de collègues me le demandaient. Donc on n'est jamais mort en politique. Jamais. Merci Hervé Gaymard d'avoir été l'invité du 22h et merci Guillaume Tabar d'être resté avec nous au cours de cet entretien. La suite du 22h, on est bien très loin du succès du mois d'octobre. Les syndicats ont faiblement mobilisé aujourd'hui contre la réforme des retraites, mais ils ne baissent pas les bras pour autant et comptent bien peser sur l'agenda social à venir. Sandra Cerquera. Il est déjà loin le temps où les manifestants se comptaient par millions. Aujourd'hui à Paris, le cortège était plus clairsemé et n'a traversé que 700 mètres entre l'Opéra et la Bourse. Quelques milliers d'irréductibles ne voulant pas baisser les bras. L'action continue. La majorité de la population est totalement contre cette réforme, mais malgré tout, le gouvernement nous l'impose. Il ne faut pas que ça continue. Après, on l'aura 70 ans, 80 ans. Puis après, on mourra en travaillant. Il est loin aussi le temps où tous les ténors du Parti socialiste défilaient ensemble. Ni Martine Aubry, ni Ségolène Royal, aucune banderole du PS. Benoît Hamon est passé en coup de vent, tout seul. Merci. Moi, je les représente aujourd'hui, les autres socialistes. On a besoin d'avoir un quart de dirigeants socialistes pour que le Parti socialiste soit bien représenté. Bon, cette loi sera remise en cause parce que ses fondamentaux sont mauvais. Fini aussi l'unité des syndicats. François Chérec est resté en province et Bernard Thibault se retrouve seul pour continuer de défendre un mouvement social affaibli. Et nous allons avoir d'autres conflits, d'autres mobilisations pour empêcher la mise en œuvre au 1er juillet 2011 de ces dispositions adoptées par la loi. Comme la CFE-CGC ou la CFDT, Force ouvrière a tenu à rester à l'écart. On ne peut pas se permettre de tromper les salariés. Les manifestations à répétition, et on l'a vu précédemment, n'ont pas fait plier le gouvernement. Cette 9e journée d'action sera sûrement la dernière. En commençant à recevoir les syndicats, Laurence Parisot leur offre une porte de sortie honorable. FO ouvre ce soir le bal des entretiens sur l'emploi. Suivront dans les prochains jours les autres leaders syndicaux afin de fixer un agenda social. Et restez avec nous dans un instant, c'est notre débat autour des relations politiques et journalistes. Est-ce un tabou français? Qu'en est-il chez nos voisins européens ou un peu plus loin, outre-Atlantique? On en parle juste après le tour de l'info. Il est préparé pour vous ce soir par Sophie Normand. Les habitants de cette île en Corée du Sud se sont réveillés sous les tirs d'obus de leurs voisins du Nord. Ce n'est pas le premier affrontement entre les deux Corées, mais cette fois-ci, les tensions montent d'un cran. 2 soldats ont été tués, Séoul a riposté. C'est l'un des plus graves incidents depuis la fin de la guerre entre les deux pays. Ce soir, les États-Unis appellent à la mesure. Affaire Karachi suite, on apprend ce matin que le juge Renaud Van Ruymbeck, chargé du volet financier de l'enquête, a perquisitionné le ministère de l'économie. C'était en octobre dernier. Il serait désormais en possession de documents relatifs au paiement de commissions dans le contrat de vente de sous-marins au Pakistan en 1994. De son côté, le tout nouveau ministre de la Défense affirme qu'il ne s'opposera pas à la déclassification de documents, une démarche qui pourrait faire la lumière sur l'existence de rétrocommissions et de ses bénéficiaires. Pour l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, il ne fait pas de doute qu'une liste existe bel et bien. Elle existe, cette liste. Des rétrocommissions. Bien sûr qu'elle existe. Elle est où? J'en sais rien. Mais elle existe, puisqu'on la protège par le secret défense. Si elle n'existait pas, on n'a pas besoin de la protéger. Or ça, le secret défense n'a rien à voir avec cette rétrocommission. Alors que la polémique sur le rôle du parquet de Nanterre dans l'affaire Woerth-Bettencourt bat son plein, la Cour européenne des droits de l'homme enfonce le clou. Elle vient d'épingler la France pour la dépendance du parquet à l'égard du pouvoir exécutif. Le ministère de la Justice a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Le Parti socialiste se met en ordre de marche. 1 an avant les primaires, la machine est lancée. Les ténors du parti se réunissaient aujourd'hui. Le député Arnaud Montebourg a proposé le principe d'une charte éthique qui établira des règles de campagne et de comportement des candidats. Ses collègues ont approuvé. Le processus doit aboutir à la désignation du candidat socialiste pour la présidentielle de 2012.
Jusqu'à présent, la publicité sur Internet échappait à toute taxe. La nuit dernière, le Sénat a adopté un amendement défendu par Philippe Marini. Dès janvier prochain, les annonceurs français verseront à l'État 1% de leurs investissements publicitaires en ligne. Les médias, et en particulier les chaînes de télévision, sont de plus en plus prudents avec les couples journalistes responsables politiques. Il y a le cas récent d'Audrey Pulvar, privée de politique sur la chaîne iTélé, après la déclaration de candidature aux primaires socialistes de son compagnon Arnaud Montebourg. Mais il y a eu d'autres cas bien avant. Simon Barbarie. Après Anne Sinclair, Béatrice Schoenberg et Marie Drucker, c'est au tour de la journaliste Audrey Pulvar de voir son émission suspendue pour cause de concubinage avec un responsable politique. 2 jours après l'annonce de la candidature de son compagnon Arnaud Montebourg aux primaires socialistes, la chaîne d'information et télévision joue la prudence et stoppe la quotidienne Audrey Pulvar Soir. Aujourd'hui, les couples de femmes journalistes et d'hommes politiques s'affichent ouvertement, mais dès lors qu'une échéance électorale approche ou qu'un gouvernement se forme, la suspension d'antenne tend de plus en plus à devenir la règle. Alors la France se dirige-t-elle vers un journalisme à l'anglo-saxonne où la neutralité affichée est gage de qualité ? Trop tôt pour le dire, Valérie Thierweiler, journaliste sur la chaîne Direct 8 et compagne de François Hollande, devrait présenter une émission politique à partir de janvier 2011. On en parle avec nos invités. Jean-Marie Charon, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et spécialiste des médias. Avec nous également ce soir Gilles Bruno. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes l'éditeur du site observatoiredesmedias.com. Alors nous allons parler de ce débat d'une manière générale. Peut-être une réaction d'abord à la suspension d'antenne d'Audrey Pulvar, mais d'autres cas aussi, d'autres journalistes qu'on a vus. Est-ce que c'est une règle de prudence et d'éthique élémentaire selon vous ? Je crois que c'est d'abord la manifestation d'une évolution dans les conceptions françaises. Il faut quand même se souvenir que la France se caractérisait par un journalisme qui pouvait avoir un engagement politique. La presse de l'après-guerre a été réorganisée sur la base d'un journalisme engagé. La presse d'opinion, le pluralisme de la presse, ça passait par des journalistes engagés. Mais c'est vrai qu'on a certainement un mouvement qui nous ramène vers le modèle anglo-saxon. Le modèle anglo-saxon, depuis très longtemps, considère que l'univers du politique et l'univers du journalisme ne doivent rien avoir ensemble. Il n'est pas question qu'un journaliste soit encarté. Ça va même très loin puisque Reporters sans frontières, qui crée par exemple une section aux États-Unis en ce moment, a du mal à faire entrer des journalistes dans cette association parce qu'ils craignent qu'il y ait conflit d'intérêts entre leur rôle de journaliste et l'appartenance à cette association. C'est pour dire qu'il y a vraiment une tradition. Alors ce n'est pas le seul modèle, hein. En Europe, par exemple, on a eu pendant très longtemps en Allemagne, mais je crois aussi en Belgique, un modèle qu'on appelait de pluralisme interne dans la télévision. C'est-à-dire que, comme dans les journaux, c'est la diversité des journaux qui peut faire le pluralisme. À la télévision, le problème, c'est que pendant très longtemps, on avait 1, voire 2, 3 chaînes, très peu. Donc on s'était dit que pour qu'on ait une garantie d'objectivité, de pluralisme, etc., il fallait des journalistes de tous les bords. Donc on vérifiait que les journalistes avaient des sensibilités. Donc ils peuvent afficher leur sensibilité, mais de tous les bords. Mais il fallait qu'il y ait un équilibre, voilà. Gilles Bruno, vous êtes d'accord sur cette analyse du cas français ? Je suis d'accord avec l'analyse tout à fait, mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie forcément de devenir ou de voir ce qui se passe aux États-Unis arriver en France. Et en tous les cas, quand on voit le directeur de la rédaction d'ITélé qui dit, je cite, que la candidature, etc., de M. Montebourg allait risquer de nourrir une forme de suspicion qui pouvait entamer la crédibilité de la journaliste et puis donc de la chaîne par déduction, je crois que c'est vraiment faux. Et je crois que le travail d'Audrey Pulvar, qui est complètement incontestable, prouve que bien au contraire, puisqu'elle est avec Arnaud Montebourg, elle allait être encore plus sérieuse et de toutes les façons complètement inattaquable. Moi, je crois vraiment cela, et je voudrais entendre vraiment beaucoup plus les journalistes d'autres médias. On a entendu des déclarations, il y a eu beaucoup de déclarations. Alors ce soir, on a beaucoup entendu des socialistes Absolument, qui mais on a entendu aussi Claire Chazal, de Ségolène Royal à Julien Drey. Voilà, on a entendu Claire Chazal, mais moi je pense que même si c'est un petit événement par rapport à d'autres choses bien plus graves qui se passent dans le monde, j'aimerais bien voir beaucoup de journalistes qui se mettent ensemble et qui disent vraiment d'un seul mot,
nous sommes contre cette décision, etc. Alors là, ce soir, c'est un député UMP, Jacques Miard, qui a Donc selon vous, soyons clairs, pour les téléspectateurs, c'est dire que si une journaliste politique interviewe son compagnon, vous n'y voyez pas de problème et au contraire, vous pensez qu'elle sera encore plus Bien pugnace. entendu, elle n'aurait pas interviewé son compagnon. Et ça me paraît normal et c'est pas très grave. On va pas lui en vouloir que dans le calendrier des interviews, à ce moment-là, elle n'interviewe pas son compagnon. On parle d'un cas en général, voilà. Vous voyez pas d'accord, Non, si vous voulez, je pense qu'effectivement, je rejoins tout à fait, c'est qu'on n'a pas de règles. C'est-à-dire, comme on vient d'un univers très différent... C'est une obligation, entre guillemets, morale. Il n'y a rien d'écrit. Comme on vient d'un univers très différent, on n'a pas adapté nos règles, on n'a pas vraiment vérifié. On est en retard. Alors, oui, on est en retard. Comme toujours, lorsqu'on n'a pas une tradition, une histoire, on est un peu pris au dépourvu. Et en plus, on est effectivement face à une opinion qui a certainement beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire que c'est vrai que l'opinion est très sensible au fait que les journalistes doivent être dégagés de tout type de conflit d'intérêts. Quand on voit les sondages... Est-ce qu'il y a toujours des soupçons de connivence, etc., qui pèsent sur les journalistes d'une manière générale? Oui. Ou l'impossibilité de faire face aux pressions. Rappelez, le baromètre annuel dit impossibilité de faire pression face aux pressions financières ou politiques. Donc c'est vrai qu'on a certainement de la part des chaînes une manière de vouloir jouer sur la crédibilité. Mais c'est vrai... de l'information. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension d'affichage. On insiste beaucoup sur les présentateurs. Est-ce que les rédacteurs en chef qui donnent la ligne d'un journal sont encartés, ont des proximités, etc. Est-ce que le journaliste qui va faire un reportage l'est? Non. En fait, on s'attache effectivement à celui qui identifie la chaîne. Qui symbolise alors qu'il y a toute une chaîne d'information. Oui. Surtout, je crois que aussi le problème, c'est le calendrier. C'est-à-dire que là, iTélé a fait du préemptif alors qu'il n'est simplement que candidat. Il n'est pas encore au pouvoir. Et il y a quand même une différence. Alors c'est vrai qu'il avait été lui-même interrogé sur le fait que Béatrice Schoenberg était avec un ministre. Ouais. Et là, il avait dit justement qu'il y avait un conflit d'intérêts. Mais là, il était ministre. Alors que lui, il n'est que candidat. Oui. Comme vous le dites. Juste une précision, est-ce que selon vous, en France, dans le paysage audiovisuel et puis des médias en général, est-ce que les journalistes ont le droit d'exposer leur opinion politique ? Je pense qu'aujourd'hui, ça serait très mal compris, à part le cas de figure de la presse d'opinion. Il reste une presse d'opinion en France où là, c'est accepté. Il faut aussi reconnaître la différence que j'évoquais tout à l'heure entre l'audiovisuel et la presse écrite. En presse écrite, on a des identités éditoriales fortes. Dans l'audiovisuel, on reste quand même dans un modèle où même s'il y a une diversité de chaînes ou de stations de radio, on considère qu'elles doivent respecter un certain équilibre. Et puis, il faut quand même se souvenir qu'on a une histoire à payer dans tout ça et que l'audiovisuel public a été très longtemps sous la tutelle du politique. C'est le syndrome de M. Perfit qui révisait les conducteurs de journaux télévisés. C'est Georges Pompidou qui disait que le journal télévisé de 20 heures, c'était la voix de la France. Donc je crois qu'il faut qu'on se dégage un peu de cette histoire et peut-être que les chaînes privées, notamment dans le cas d'ITélé, à bon compte peut-être marquent davantage de vertu là où on suppose que le public serait moins capable de cette vertu. Pour le mot de la fin, je vous fais réagir à notre sondage avec notre partenaire lefigaro.fr sur la question que l'on pose chaque jour, évidemment, une nouvelle question à nos internautes. La voici. Peut-on être journaliste et vivre et avoir une relation avec un responsable politique? C'est vraiment très tranché. Oui à 47%, non à 48%. Donc pas d'a priori en tous les cas pour les internautes, téléspectateurs, un peu ce que vous disiez. Même si j'aime beaucoup votre chaîne, seulement 278 votants. Ah, mais c'est toujours une question posée, ce n'est pas un sondage. Absolument, absolument. Donc c'est très partagé, tant mieux, et j'espère que ça va changer. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. Restez avec nous. Tout de suite sur Public Sénat, c'est l'émission de décryptage Déshabillons-les, autour ce soir de Laurent Fabius. Belle soirée à vous. Rendez-vous porte de Versailles pour suivre sur Public Sénat le 93e congrès des maires de France. Un événement très attendu au lendemain de la réforme des collectivités locales et du remaniement ministériel. Avec des débats, des reportages et des interviews.
Le congrès de l'AMF, c'est cette semaine sur Public Sénat. Bienvenue dans Tous au vert sur Public Sénat. Je rappelle le concept: 24 projets éco-citoyens sélectionnés partout en France, sélectionnés pour les mettre en compétition. Et à la fin, eh bien, il n'en restera qu'un pour départager ces initiatives si jeunes. 3 projets, on doit en choisir un, au secours de la biodiversité. On va aller à Lille, des voitures à partager. Faire de l'eau avec du vent, ça paraît un peu fou, mais manifestement, ça marche. Tous au vert, c'est une nouvelle émission écolo présentée par Samuel Etienne, jeudi à 22h30 sur Public Sénat. Qui avait un peu d'humour, disait, mais il changeait l'âge en fonction de son interlocuteur. Il disait, tout commence à 70 ans. Bon. Et là, vous dites, tout commence quand alors maintenant? Ah, je n'ai que 64. D'accord, donc tout commence... C'est-à-dire, je crois, mais alors là, je ne vais pas dire ça, parce que sinon on va en tirer des conséquences terribles, je crois que ça doit être l'âge de Mitterrand, au moment où il a été élu pour la première fois, ou peut-être un peu plus jeune. Non, j'abandonne, je laisse tomber. Il n'est pas candidat, mais il entretient malgré tout une certaine ambiguïté. À l'heure où Laurent Fabius entame une nouvelle phase au PS, quel regard porte-t-il sur son parcours, son style et son image, jugée parfois brouillée? A-t-il commis des erreurs? Et si oui, comment les analyse-t-il? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex plus jeune Premier ministre de la République qui nous a reçus dans son bureau à l'Assemblée nationale. On est ici dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez nous présenter un ou deux objets qui vous entourent? Oui, ça c'est Ophélie. Et j'ai une tendresse pour cette sculpture que j'ai depuis beaucoup d'années. Vous avez choisi vous? Alors, ça, c'est d'un peintre très peu connu, mais talentueux, qui s'appelle Anquetin, Louis Anquetin. La première partie de sa vie, Toulouse-Lautrec, dont il était un ami, et Van Gogh, considéraient que c'était le meilleur peintre de sa génération. Bon. Une deuxième partie de sa vie, il a fait des imitations de Rubens qui n'ont absolument aucun intérêt. Bon, et il y a des mystères comme ça, et donc c'est un mystère. Alors vous êtes un homme politique expérimenté, vous avez occupé de nombreuses fonctions, Premier ministre, ministre des Finances, président de l'Assemblée nationale, vous avez donc accordé de nombreuses interviews. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour évoquer votre parcours et votre style. Votre style qui est maintenant, dites-vous, celui d'un sage, c'est comme ça que vous vous définissez. Alors nous, pour analyser ça, nous avons demandé à notre sage à nous, le psychanalyste Jean-Pierre Winter, de vous allonger entre guillemets sur son divan de psychanalyste. Je vous montre. Et on rentre dans le vif du sujet, comme ça on ne perd pas de temps. On vous attendait plutôt plus proche de la bataille présidentielle que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a plusieurs rôles qui peuvent être tenus. J'ai défini mon rôle comme étant celui d'un sage actif. Alors il y a la partie sagesse, ça on la voit, mais il peut aussi y avoir la partie activité. Oui, alors il a presque l'air surpris qu'on lui parle de ça, mais de quoi me parle-t-on? Ah oui, j'aurais pu être plus proche. Que pensez-vous de sa réaction à cette question? Sa réaction est assez étonnante parce qu'il fait comme si tout le monde ne savait pas que les difficultés qu'il a à être actif politiquement tenaient à un certain nombre d'affaires qui sont indissociablement liées à sa personne. À savoir, pour aller très vite, le Rainbow Warrior, le sang contaminé et le référendum sur l'Europe, qui pèsent lourdement sur sa carrière politique. Là, je dis ça sans porter de jugement sur sa responsabilité. Hein. Je veux dire, il se trouve que sa personne est attachée, et il le sait bien, et chacun d'entre nous le sait, et donc c'est comme une invitation à le considérer comme un sage, parce qu'on ferait comme si tout ça n'existait pas. Or, c'est pas possible. D'accord, comme si cette posture, il l'a choisie, enfin, il l'a adoptée par choix, alors qu'il est aussi un peu contraint de l'adopter. C'est ça aussi que vous voulez dire? Ou comme s'il voulait nous rendre complices d'une tentative d'amnésie qui est vouée à l'échec, bien évidemment.
Alors... C'est aimable. Je les ai dit, on rentre dans le vif du sujet. Non, mais au-delà de j'ai trouvé le rassemblement là, de ces 3 épisodes par votre, entre guillemets, spécialiste, quand même assez particulier. Bon. Pour quelle raison écoutez, mettre sur le même plan le Rainbow Warrior, le sang contaminé et le non au référendum sur la Constitution, je dois dire que j'avais jamais entendu ça, de la part de quelqu'un réputé raisonnable. Bon, pourquoi si vous me permettez de m'expliquer une seconde. Bon, d'abord, le référendum sur la Constitution, j'ai voté non. La majorité des Français ont voté non. On y reviendra, oui. Et identifier ça à un épisode très pénible, voire dramatique, il faut quand même avoir l'esprit tourné d'une certaine façon. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Vous dites que c'est des choses qui ne sont pas sur le même plan dans la manière dont ça a pu jouer sur votre parcours. Okay. Non, mais c'est évident. Quant aux 2 autres épisodes, on en parlera si vous voulez, qui sont de nature très différente, et leur point commun, c'est que les gens qui sont honnêtes, un mot important pour moi, savent que dans un cas, il s'agit du Rainbow Warrior, non seulement je n'étais pour rien, mais en plus c'est mon action qui a permis de faire la lumière. Bon, et dans l'affaire très dure, très triste du sang contaminé, la justice a reconnu non seulement mon innocence, mais le fait que j'avais par mes décisions, par la vitesse de mes décisions, sauvé la vie de nombreuses personnes. Alors, ce monsieur se place peut-être sur un autre plan, qui est le plan de la perception. Ça, c'est autre chose que les faits. Mais quand on prétend être un homme de science, il faut faire preuve d'un peu de science. En fait, je pense que ce qu'il veut dire, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, effectivement, quand moi j'ai lu, pour préparer cette émission, j'ai lu des portraits, j'ai lu des articles, des commentaires, etc. C'est la perception, effectivement, d'ailleurs le mot amnésie est intéressant, c'est que parfois vous avez sans doute pris des positions successives qui s'articulent très bien dans votre esprit, mais que les gens qui les reçoivent, et lui c'est vrai que se met dans la position du récepteur, ne perçoivent pas forcément le lien qu'il peut y avoir entre tout ça. Quand vous étiez à Bercy en 2000-2001, vous étiez celui qui, vous étiez prononcé contre la hausse du SMIC, pour les baisses d'impôts, et par cette position au référendum, vous êtes rapproché... Contre la hausse du SMIC, mais pour... Je considère, en matière d'impôts, que l'objectif n'est pas d'assassiner les gens avec des impôts. Bon. Et quand j'ai diminué ou supprimé même certains impôts, il y avait la vignette automobile, elle n'existe plus, il y a eu des diminutions sur la taxe d'habitation, etc. Eh bien, je crois que ça correspondait plutôt, dans une économie bien gérée, faisons attention à ça, à ce qu'il fallait faire. Alors vous parlez de la vignette automobile, parce que là aussi, moi l'impression qu'on a, c'est effectivement souvent les gens ne comprennent pas. Par exemple, vous avez souvent défendu des positions écologistes, et puis supprimer la vignette auto, on va vous dire, mais c'est pas très écolo. Vous vous êtes rapproché de l'aile gauche du PS, et avant vous critiquiez les dépenses au fil, les états tolâtres, pour reprendre les mots. Je suis quelqu'un de libre, madame. C'est vrai que ça peut paraître contradictoire, parfois être des revirements que les gens ont du mal à comprendre, non? Vous avez peut-être du mal. Vous pensez que les gens comprennent très bien? Vous pensez qu'il n'y a pas de... Écoutez, j'en sais rien, peut-être que je ne m'explique pas comme il faut, mais moi je suis un esprit libre. Bon, je suis quelqu'un de sérieux, qui sait faire les additions, mais je suis quelqu'un qui a aussi un idéal. Donc... Oui, donc vous dites qu'il n'y a pas de contradiction à s'être rapproché de Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas rapproché de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est un ami, et c'est pas parce qu'il a pris les... En 2005, je rappelle, voilà. Bon, ben oui, nous étions avec la majorité du peuple français, la grande majorité de la gauche, pour une Europe différente. Bon, voilà. Puisqu'on est sur cette question de l'Europe, je voulais vous remontrer quelques images de cette période, commentées par le spécialiste du PS, Gérard Grimbert. Voilà, donc nous sommes en 2005-2006. Partisan du oui. Vous avez vu comment il m'a fait signe? Ah donc il arrive. Je ne sais pas par quelle porte. Le voilà. Merci Laurent. Moi je défends une position qui est clairement de gauche, pour rassembler la gauche, pour mener une opposition frontale par rapport au gouvernement qui mène une politique très inefficace et injuste.
Et je pense que nos propositions doivent être très claires sur le logement, sur l'éducation, sur l'emploi et le pouvoir d'achat, sur les services publics. Et j'espère que ces idées prospéreront au sein du PS. Il n'est plus seul. Une grande partie de la gauche du non à l'Europe, mais pas seulement, est rassemblée autour de Laurent Fabius. Même Jean-Pierre Chevènement s'affiche à nouveau à côté de l'emblème socialiste. C'est dire que pour une certaine gauche, Laurent Fabius est le seul fréquentable et le seul candidat possible. Au même moment, à quelques kilomètres de là, même s'il n'est pas aujourd'hui le plus courtisé des leaders socialistes, Dominique Strauss-Kahn joue sa carte, bien décidé à devenir le candidat du PS en 2007. Il laisse Tony Blair à Ségolène Royal et l'extrême gauche à Laurent Fabius. La vraie gauche, celle qui ne veut ni du néo-gauchisme qui essaye de